crois que François Rastier, qui hélas n'est pas avec nous physiquement, et donc on est un peu injuste parce que parfois on a tendance à l'oublier, voudrait prendre la parole. Non, non, juste un petit mot, c'est que il y a en plus un élargissement du domaine de la victimation. Le principe qui a présidé à la création du concept de violence sexuelle et sexiste, VSS, met ensemble des choses tout à fait diverses. Par exemple, la CGT a publié un violentomètre et il y a 17 degrés dans ce violentomètre. Au 5e degré, il y a les blagues contre les blondes. Alors, je comprends très bien que les brunes puissent se sentir discriminées, mais est-ce que une blague contre les blondes, c'est pas simplement du mauvais goût ou quelque chose qui n'a rien à voir avec une violence, tout simplement? Et un autre point qui va dans le même sens, c'est l'emploi du mot exception par, à bon droit, tout à fait, par Sabine Procoris tout à l'heure. Il y a une exception dès lors qu'il s'agit de sexualité. Mais en fait, cette théorie de la sexualité s'appuie sur une sorte de mythe sexuel qui reste à décrire précisément, mais en fonction de ce mythe, on crée une politique, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une métapolitique. Et une métapolitique, on connaît ça depuis plus d'un siècle, ça a été théorisé, c'est l'irruption d'un mythe dans l'histoire. Et l'irruption du mythe dans l'histoire se traduit toujours par la suspension, par l'état d'exception, c'est-à-dire la suspension des institutions. Et c'est pour ça que la justice est particulièrement fragilisée, parce que ça parle à tout le monde peut être victime, etc., etc. Et c'est intéressant de voir comment la société obéit à ces prescriptions finalement de l'ordre de la croyance. Alors, Fabio Landin, juste avant de vous donner la parole, je voudrais rappeler aux internautes qui nous regardent à l'heure actuelle en direct sur YouTube que s'ils veulent poser des questions qui seront traitées à la fin de ces échanges, il faut qu'ils nous envoient un email à l'adresse qui doit s'afficher sur l'écran, c'est-à-dire paniquesexuelle en un seul mot @gmail.com. Je voudrais ajouter un mot à propos de la condamnation de l'innocent. Je pense que la condamnation de l'innocent dit beaucoup à propos de l'innocent condamné, mais je pense qu'en combat à ceux qui ont condamné l'innocent une telle responsabilité que je doute fort qu'ils seront capables de s'en sortir. Il y a dans la littérature un cas qui s'appelle le cas Mauritius, décrit par Jacob Wasserman, que c'est un promoteur qui a condamné un innocent. Troisième génération après, le petit-fils de ce monsieur, le promoteur, va refaire l'investigation et enfin, il trouve que ce monsieur qui a été condamné était innocent. Il revient voir son grand-père. Son grand-père n'arrive pas, même, il ne supporte pas, il pleure. Ça veut dire, il y a, je pense, je ne suis pas juriste, je ne sais pas si ça compte, mais je pense qu'il y a un principe que peut-être ce serait préférable de laisser courir un assassin que de garder un innocent en prison. Quand on oublie ça, je pense qu'on perd un des piliers de la justice. La justice, c'est la loi et la miséricorde. La miséricorde, ça veut dire, la justice est rendue par des êtres humains. Si les êtres humains perdent de l'humanité, il n'y a plus de justice possible. Si ça n'a aucune importance de mettre un innocent en prison, donc là, il n'y a pas de justice possible. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est très facile de mettre en prison un innocent. Parce qu'un assassin qui sort dans la rue avec la préméditation, ou sans préméditation, de commettre un délit,
bien sûr qu'il va trouver va développer toute la panoplie des négations cachées. Il se prépare parce qu'il a commis un délit. L'innocent, il est pris dans la plus grande manque de défense. Il n'y a pas de défense. Il est pris par surprise. Donc, à ces moments-là, si je reviens à votre cas que vous avez raconté, je ne suis pas sûr d'avoir tout gardé, mais les gamins qui met son grand-père en prison, qu'est-ce qui va se passer avec ces gamins? Qu'est-ce qui va se passer avec ces gamins? On connaît bien quelque chose que Klemperer a décrit, que quand il venait chez lui, il ne pouvait pas plus être tranquille chez lui parce qu'il craignait son fils. Son fils était dans la jeunesse et dans les excursions punitives. Il y a un cas très intéressant, que ce n'est pas de la littérature, ça, mais aussi de la littérature, mais ce n'est pas de la littérature. Un jour, un gamin de 10 ans dit que son père a prononcé des mots blasphématoires contre Staline. Ce monsieur est allé en Sibérie. Et Staline n'a trouvé rien de mieux que de donner la médaille Lénine à ces gamins pour dire « Et voilà la jeunesse que j'espère ». Donc, condamner un innocent, c'est la chose la plus facile. Donc, on condamne l'innocent et on laisse courir les vrais coupables. Sur le renversement de la charge de la preuve, souvenez-vous de Ségolène Royal, lorsqu'elle promeuvait sa circulaire, qui était au départ la circulaire Allègre Royale, mais qui est devenue circulaire Royale, et qui disait en matière de pédophilie, je préfère voir un innocent en prison qu'un coupable en liberté. Et c'était une héroïne. Ça ne faisait bondir absolument personne. De même, les juristes savent qu'il y a vraiment dans le domaine, tacitement, pas dans le code pénal, un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que le mis en cause devrait pouvoir prouver que ça ne s'est pas passé. Et rien ne peut prouver que ça ne s'est pas passé. Par exemple, dans l'affaire dont je parlais, de celle de Christian Iacono, on nous dit avec justesse, attention, une rétractation ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, ce qui est tout à fait vrai. On peut se rétracter par culpabilité d'avoir mis son grand-père en prison. Mais pourquoi cette prudence-là, on ne l'aurait pas dans le sens de l'allégation? On l'a dans le sens de la rétractation, on ne l'a pas dans le sens de l'allégation. Moi, j'ai toujours été partisan d'avoir la même prudence, qu'il y ait allégation, qu'il y ait rétractation, et d'essayer de distinguer le vrai du faux. Parce que si on part du principe que l'exception sexuelle, c'est tellement grave, que tout le monde est coupable, et aujourd'hui on voit, il n'y a pas un journaliste qui bondit quand vous avez un militant en plateau ou une militante qui dit 1% des violeurs seulement sont condamnés. Mais d'où ça sort? Nulle part. C'est une sornette et personne n'ose poser la question d'où tirez-vous ce chiffre? Oui. En fait, vous avez raison de dire qu'il y a une spécificité qui autorise tous les outrages. C'est l'exception sexuelle. L'exception sexuelle. Et malheureusement, effectivement, l'idée qu'un innocent puisse être en prison ne fait plus bondir dans ce pays des droits de l'homme. C'est un peu démodé. Mais pire encore, il y a une nouvelle prison. C'est celle de l'opinion publique, encore une fois. Moi, en ce moment, vraiment, pour vous donner du corps à ce que nous disons, j'ai 3 hommes accusés à tort. Ce n'est pas moi qui le dis. L'un a fait l'objet d'une plainte pour viol. Il a été placé en garde à vue. Le procureur a estimé, après confrontation, audition de témoins, expertise, qu'il n'y avait rien à retenir contre lui, a donc fait un classement sans suite. Le deuxième n'a aucune plainte contre lui, simplement un grand article dans la presse nationale sur 4 pages le désigne comme un prédateur sexuel par 12 témoignages anonymes. Et le troisième est accusé pour des faits anciens, prescrits, pour lesquels il doit faire la preuve de son innocence, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant, on enquête sur des faits prescrits. Ces 3 hommes-là, d'une manière ou d'une autre, vivent un enfer professionnel. Le premier a été licencié par un ministère en 48 heures. Compte tenu de ce que nous lisons sur votre compte dans la presse, vous n'avez plus le droit de travailler chez nous. Terminé. Le deuxième était un directeur d'un établissement de spectacle connu. Je suis allé pour lui au ministère de la Culture. Ah non, compte tenu de l'ambiance, vous comprenez bien, maître, ça n'est peut-être effectivement pas vrai. Vous avez raison, ça a été classé sans suite. Il est donc présumé innocent. Mais
Actuellement, on ne peut pas prendre ce risque dehors. Et le troisième essaie, tant bien que mal, de survivre. Donc, quand je parlais de mort sociale, je sais de quoi je parle. Ce sont 3 personnes connues dans leur univers qui n'ont plus de vie sociale, qui n'ont plus de vie professionnelle. Alors, j'aurais presque fini. Qu'est-ce que je peux faire pour eux sur le plan judiciaire ? Malheureusement, nous sommes très démunis. Il y a la diffamation, vous en avez parlé tout à l'heure, expérience Denis Baupin, c'est-à-dire que vous venez vous plaindre de ce que l'on dit de vous, c'est ça la diffamation, parce que c'est faux, et là, vous avez une nuée éventuelle de témoins qui viennent, on ne sait pas d'où, et qui disent pique-pendre de vous, sauf que je ne peux pas le vérifier, comme j'aurais pu le vérifier chez un juge d'instruction. Donc la diffamation n'est pas la solution, sans compter qu'il faut actuellement à Paris entre 2 et 3 ans pour obtenir un jugement. Donc autrement dit, le temps judiciaire dont je vous ai parlé et le temps médiatique ne correspondent pas du tout. Il y a ce qu'on appelle la dénonciation calomnieuse. Ce que vous dites de moi est faux, je demande au juge de le constater. Oui, mais il faut attendre que la plainte, si elle existe, parce que ce n'est pas toujours le cas, là dans ce dont je vous parle, il n'y a qu'une seule plainte sur 3 personnages, eh bien il faut attendre que la plainte ait été définitivement instruite et montrer en quoi la personne était de mauvaise foi. Elle peut avoir exagéré, dire qu'il y a eu viol lorsqu'il y avait vaguement un baiser volé, ça fera qu'il n'y aura pas de dénonciation calomnieuse. Et reste atteinte à la présomption d'innocence, à laquelle vous semblez attaché, monsieur, puisqu'effectivement c'est le fondement du droit français, sauf que quelqu'un, par exemple, qui s'est vu innocenté après un classement sans suite, ne rentre pas dans le texte. Et là, j'attends de la Cour de cassation dans 15 jours, une réponse, puisqu'il y a un trou dans la raquette, et j'en ai parlé avec Madame Guigou, qui est pourtant celle qui a initié la loi sur la présomption d'innocence. Qu'est-ce que ça veut dire être innocent ? Est-ce que c'est juste dans le cadre d'une enquête chez le juge d'instruction ou un acquittement, ou est-ce que c'est dès qu'on vous présente sur la place publique comme coupable, alors que l'institution judiciaire et policière a dit que vous étiez innocent ? Pour l'instant, c'est pas tranché. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans un pays très en retard pour nous garantir l'effectivité des droits de la défense. Et ça me pose vraiment un problème, puisque comment je défends des gens injustement attaqués, ou bien pour lesquels l'institution judiciaire a dit il n'y a rien, ils ne sont pas coupables, eh bien ils ne sont pas préservés dans leur innocence toute leur vie. Ça pose une vraie difficulté. Sabine ? Bien sûr. Alors, je voudrais juste ajouter 2 ou 3 petites choses en rapport avec tout ce qui a été dit. D'abord, ce que Fabio a dit sur la question du lynchage, du goût du sang. Bien sûr qu'il y a ce goût du sang et qui est extrêmement sexualisé aussi, surtout sur ces affaires. C'est extrêmement trouble et on l'a vu absolument abondamment dans la façon dont le voyeurisme général est sollicité dans tous les articles de journaux, les plateaux télé, etc. sur ces affaires. Bon, donc ça, il y a vraiment quelque chose qui est absolument qu'on ne peut pas dire, mais pourtant c'est bien au centre de la scène. Sur la question de la mort sociale, il n'y a pas que la mort sociale. Et pour dire à quel point ce que disait Fabio était juste, il y a eu quand même des suicides. Par exemple, le cuisinier japonais Takusekin. Eh bien, il y a le chorégraphe, il y a David Hamilton, Takusekin, le chorégraphe britannique. Et alors, à chaque fois que ces événements ont eu lieu, en réalité, qu'est-ce qu'on a lu ? Mais c'est pire que ça. C'est-à-dire, c'était présenté même dans la presse comme un triomphe du féminisme. Oui. Comme un triomphe du féminisme. Avec une exultation. Mais même dans les dépêches AFP sur le chorégraphe britannique qui avait été totalement blanchi, mais que plus personne ne voulait travailler avec lui, il s'est tué. Bon, enfin, ça avance dans le milieu de la danse MeToo. C'est merveilleux de lire une chose pareille. Une réaction de colère de Flavie Flamand pour le suicide de David Hamilton. Quand même, c'est pas sympa d'avoir fait ça. Oui, voilà. C'est ça. Bon, parce que je vais me sentir un peu coupable. Alors, il y a ça. Non, parce qu'il a échappé à la justice. Ben oui, il a échappé à la justice. Oui. Et bon, vous voyez, je suis optimiste. L'autre chose, effectivement, là, il n'y a pas de symétrie entre le principe de la présomption d'innocence, qui garantit les droits de la défense, tant qu'un jugement n'a pas été prononcé, et puis ce qui est réclamé par un certain nombre, qui est la présomption de crédibilité, y compris par des gens qui se présentent comme juristes, comme Irène Théry, par exemple. C'est pas pareil du tout, c'est pas symétrique, parce que quand on dit présomption d'innocence, ça ne veut pas dire que a priori la personne est innocente, mais qu'elle peut être innocente. Tandis que quand on dit présomption de crédibilité, dans la néo-réalité féministe, c'est pas qu'elle peut être crédible, c'est qu'elle est crédible. C'est tout à fait différent. Donc, existe la possibilité de se défendre, c'est une insulte, comme vous l'avez très bien dit, à l'accusation, qui n'est pas une accusation, qui est une révélation d'ailleurs. C'est qu'à ça qu'on nous dit. On nous parle de révélation, comme s'il s'agissait des Panama Papers, où on a des documents, mais là ce sont des allégations, et je ne crois pas qu'une allégation puisse être considérée comme un document. Bon, probant.